Bonjour Devox, merci d'être là. Le dernier jour de la conférence, je sais, c'est pas toujours facile, je vois des petits yeux dans la salle. Mon plus gros challenge quand j'assiste à Devox, c'est de choisir la session que je vais regarder. Je suppose que vous avez le même problème dans l'agenda. Presque toutes les sessions me donnent envie et j'ai envie de le faire. Heureusement, elles sont en vidéo, vous pourrez les voir après. Donc doublement merci d'être là, puisque vous avez le choix avec d'autres sessions. Et puis merci d'être là, parce que c'est le dernier jour également, vendredi aujourd'hui. Si vous avez assisté à la keynote de Doctolib ce matin, ils ont parlé de haute disponibilité, ils ont aussi parlé de scalabilité, comment scaler à grande échelle. Et moi, je vais prendre un pli complémentaire à leur approche. On va parler de résilience. Donc la résilience, c'est la capacité d'un système à continuer de fonctionner, même s'il y a des morceaux qui ne marchent pas. Il y a toujours un truc qui ne marche pas. Il y a toujours un truc imprévu dans vos systèmes. Ici, on a une belle barrière qui limite la rue, un brave monsieur qui veut traverser. Et c'est, vous savez, le truc stupide auquel on n'a pas pensé, la requête qui arrive, auquel vous n'aviez pas nécessairement prévu, avec des conséquences inattendues. Et surtout un résultat en chaîne qui parfois peut être relativement catastrophique. Mon passage préféré dans la vidéo, c'est maintenant. Et ça, c'est la réalité dans laquelle vous vivez. Vous mettez des applications en prod, vous les monitorez, et puis il y a toujours l'inattendu. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des systèmes sont plus monolithiques, ils sont distribués. Et faire des systèmes distribués, vous le savez, c'est compliqué. Notre CTO, le CTO d'Amazon, Werner Vogels, un Européen, une personne de Hollande, de Pays-Bas, dit toujours que ce n'est pas tellement de savoir si ça va tomber en panne, c'est quand ça va tomber en panne. Un système, ça va tomber en panne. Un système, c'est fait pour, c'est peut-être pas fait pour, mais en tout cas, ça va tomber en panne. Et donc à vous, architectes, développeurs, DevOps, de vous préparer à ces pannes et de pouvoir y réagir le mieux possible. Parce que la bonne nouvelle, c'est que vous avez des options, vous avez des choix. Vous pouvez créer des applications qui crashent quand la base de données n'est plus là. Combien de fois vous avez peut-être déjà vu, peut-être un peu moins maintenant, mais il y a 10-15 ans, c'était assez fréquent, on allait sur un site web et on se retrouvait sur une page blanche avec une stack trace Java. Vous avez déjà vu ça? Je vois des gens qui font oui. Mais vous, en tant que développeur, vous avez l'option de proposer autre chose qu'une stack trace à vos clients à ce moment-là. Vous pouvez faire un fallback sur une page statique, par exemple. Enfin, il y a moyen de gérer des pannes et puis d'attendre que la situation revienne. Et c'est ça exactement la résilience. La résilience, c'est la capacité de pouvoir continuer à fonctionner, même en état de situation dégradée, et éventuellement même récupérer après une panne et revenir en situation nominale, en situation normale. Un bon exemple de résilience, c'est ceci. Je travaille en mode dégradé. Toutes les disponibilités sont pas nécessairement... toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles. Mais on est capable de continuer à rendre le service, de récupérer de la panne. Et finalement, je n'ai pas la fin de la vidéo, mais se remettre sur 3 roues, sur 4 roues, sur 3 roues dans ce cas-là, pour continuer à rendre le service. Donc continuer à fonctionner en mode dégradé. Donc dans ce talk, je vais vous faire un catalogue de design patterns, des choses qu'on a observées, que nos clients ont mis en place, des choses que un de nos très gros clients, Amazon, le site web de retail, a mis en place, qui marche bien pour elle. Alors évidemment, Amazon, c'est très grand, tout le monde ne gère pas toujours des applications aussi grosses que ça. Mais il y a beaucoup de choses que j'espère vous allez pouvoir tirer de ces design patterns pour mettre en place concrètement dans vos applications. Je vais commencer crescendo, je vais commencer avec des choses relativement évidentes et puis aller dans des choses qui le sont peut-être de moins en moins, peut-être un peu plus complexes à mettre en place aussi, mais là où le bénéfice, le retour que vous pouvez avoir est plus important. Je suis brandé AWS, vous avez vu le logo AWS. Les design patterns que je vais expliquer ici ne sont pas spécifiques au cloud AWS. La plupart des design patterns, vous allez pouvoir les mettre en place sur n'importe quel cloud, même sur du on-prem, du on-premise parfois. De temps en temps, il y aura 2-3 trucs spécifiques à AWS, je vous le dirai. Chez nous, il y a peut-être des choses qui s'appellent d'une certaine façon, qui s'appellent autrement ailleurs. L'idée, c'est pas de vous vendre AWS ici, on parle vraiment de design pattern, d'architecture, remplacer les fonctionnalités dont je vais parler qui sont parfois spécifiques, dont le vocabulaire est spécifique à AWS, par le service ou le vocabulaire spécifique à votre provider de cloud. Ici, je vais parler design pattern pour mettre en place l'infrastructure.
Mais évidemment, une application résiliente, c'est beaucoup plus que l'infrastructure et que le code de l'application. C'est aussi les données, c'est aussi le réseau, c'est aussi les gens. Est-ce que vous avez des personnes capables de réagir en cas de crise? Souvenez-vous, la soirée du 12 juillet dont Doctolib a parlé juste avant. Est-ce que vos personnes sont là, sont en place, sont capables d'intervenir? Est-ce que vous avez des plans de remplacement pour des personnes qui ne sont pas disponibles? Donc c'est un ensemble de choses. Ici, je vais me focuser vraiment sur une petite partie. Ce slide-là, c'est juste pour vous dire, attention, il y a beaucoup plus que ce que ce mec va vous parler dans les prochaines minutes. Petite note pour la technique, mon décompte ne fonctionne pas. Si vous pouvez le remettre, ça m'aiderait de savoir combien de temps il me reste pour parler. Merci. Alors, on va commencer avec la première design pattern, la géographie. Et la géographie, la plupart des cloud providers, et probablement votre entreprise, si vous avez une très grande entreprise, vous avez plusieurs data centers. Et déployer vos applications sur plusieurs data centers, c'est idiot, mais c'est parfois bien d'enfoncer des portes ouvertes ou de répéter des choses. Déployer votre application sur plusieurs data centers, ça vous permet de vous prémunir contre tout ce qui peut arriver sur un data center, panne de courant, panne de réseau, accident d'avion, tremblement de terre, inondation. On ne peut pas prévoir la liste des choses qui peuvent arriver sur un bâtiment. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver sur un bâtiment. Chez AWS, on a 25 régions. Elles sont à peu près toutes là à l'écran. On en a préannoncé 8 autres qui vont venir, dont 3 qui nous intéressent peut-être un peu plus ici en Europe, avec l'Espagne, Zurich et Israël pour l'année prochaine et l'année suivante. Donc le premier choix que vous devez faire en tant qu'architecte, c'est où est-ce que vous allez mettre vos billes et est-ce que vous avez des besoins de résilience tels que ça justifie un déploiement multi-région. Quelles sont les raisons pour choisir des régions? C'est pas facile à prononcer, mais typiquement, vous allez déployer à proximité de vos clients, vous allez mettre votre infrastructure proche de votre bassin de clients pour avoir une faible latence. Parfois, c'est pour économiser sur les coûts, pour utiliser un service spécifique qui est dans une région et pas dans l'autre, mais aussi pour des questions de résilience. Dire, voilà, si quelque chose arrive, ça ne devrait pas à la région de Francfort, je peux faire un failover sur Paris, où je peux répartir mes clients avec les clients allemands qui vont être servis par Francfort et les clients français qui vont être servis par Paris, de manière à partitionner votre application. S'il y a un problème dans une région, au moins les utilisateurs de l'autre région continueront d'utiliser l'application. Si on zoome un peu dans une région, chez AWS, et c'est le cas dans beaucoup de cloud providers aussi, il y a différents data centers, différents bâtiments. Chez nous, on les appelle des availability zones, des zones de disponibilité. Une zone de disponibilité, c'est un groupe de data centers dans une région, qui sont séparés les uns des autres par une distance suffisamment grande pour que le même risque ne puisse pas affecter 2 availability zones au même moment. S'il y a une inondation, une perte de courant, une perte de réseau, un incendie ou quoi, on ne peut pas avoir 2 zones de disponibilité affectées par le même risque au même moment. Donc les zones de disponibilité, c'est un peu notre limite en matière de risque. Il y a quelques kilomètres ou quelques centaines de mètres, ça dépend des régions où elles sont liées. Donc ce sont des bâtiments différents, séparés par une grande distance, plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres, mais reliés par un réseau à faible latence, à très haute bande passante, ce qui vous permet de faire de la réplication synchrone entre ces différentes availability zones. Donc schéma mental, une région, plusieurs zones de disponibilité, et dans une zone de disponibilité, parfois plusieurs bâtiments, mais les zones de disponibilité sur des risques systématiques, sur des failles de risque séparées. Et donc, vous pouvez prendre avantage de ça. Quand vous déployez votre application, même si c'est dans une région, vous pouvez déployer vos applications sur plusieurs zones de disponibilité, parce que automatiquement, vous aurez votre application déployée sur plusieurs data centers. Si vous avez 10 serveurs à déployer, ne les mettez pas tous dans la même zone de disponibilité, vous en mettez 5 dans une zone et 5 dans une autre zone. Ou encore mieux, 3 dans un, 3 dans l'autre, et 3, vous n'avez plus que 9 serveurs, mais répartir sur 3 zones de disponibilité. Mathématiquement, vous augmentez la disponibilité. Beaucoup de services AWS prennent en compte ces zones de disponibilité et sont disponibles au niveau de la région. Un load balancer, par exemple, va répartir le trafic sur vos virtual machines qui seront dans plusieurs zones de disponibilité. Donc ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, répartissez vos serveurs sur plusieurs groupes de data centers. Et puis typiquement, on va voir des architectures comme ça, avec un load balancer, un service régional, qui balance ce trafic sur 3 instances, 3 application servers, une base de données maître. Là, les données, c'est stateful, il n'y a pas le choix, il faut bien les mettre à un endroit spécifique, mais on peut avoir une base de données réplica, synchrone, dans une autre zone de disponibilité. De cette manière-là, si quelque chose arrive, ça peut être chez nous, ça peut être chez vous aussi, ça peut être un bug dans votre application, ça peut être un problème de configuration
sur votre infrastructure, mais imaginons que votre infrastructure dans un data center, dans une zone de disponibilité n'est plus disponible. Le load balancer va détecter ça, on va en reparler dans un moment, et automatiquement, il arrêtera d'envoyer du trafic sur cette zone-là. Mieux que ça, la base de données va aussi migrer, donc la base de données réplica va redevenir la nouvelle master, et donc votre application peut toujours continuer à fonctionner. Donc, le truc de base, pour ajouter de la tolérance aux pannes pour votre application, déployée sur plusieurs data centers, déployée sur plusieurs zones de disponibilité, ce qui est relativement facile à faire dans le cloud, ce qui est peut-être un peu plus difficile à faire on-prem en fonction de l'infrastructure que vous avez. Un autre truc vraiment plutôt évident, c'est l'autoscaling. Doctolib m'en a parlé. L'autoscaling, c'est ce service qui permet de rajouter des instances si vous avez plus de trafic et puis de diminuer, de réduire des instances si vous avez moins de trafic. Il y a une fonction peu connue d'autoscaling qui est de remplacer des instances qui meurent aussi. Si vous dites à autoscaling d'avoir 2 serveurs et qu'il y en a un qui disparaît pour une raison ou une autre, ça peut être une panne hardware, une panne software, une panne de configuration, autoscaling va détecter ça. Et comme vous lui avez dit d'avoir toujours 2 serveur à tout moment donné, il va remplacer le serveur automatiquement, sans que vous n'ayez rien à faire. Donc là, on en est encore mieux, parce qu'on a cet aspect de résilience où je reviens à mon état nominal automatiquement sans intervention. C'est le cluster du pauvre, moi j'appelle ça l'autoscaling qui va rajouter, maintenir en tout cas la flotte d'instances à l'état nominal que vous avez configuré. Donc ça, c'est 2 types basé sur de l'infrastructure, sur la répartition géographique des serveurs. Voyons maintenant ce que vous pouvez faire en termes d'architecture d'application. Le premier design pattern dont je voudrais parler, c'est être asynchrone. Au plus vous êtes asynchrone, c'est vrai que c'est plus compliqué, on s'éloigne du boring architecture dont on a parlé avant avec Doctolib, mais vous découplez les systèmes, vous découplez les composants, vous découplez les services. Typiquement, en synchrone, vous allez avoir un process qui appelle un microservice ou une base de données qui va attendre le résultat. Et si jamais le process B ne répond pas, le process A ne va pas répondre non plus, vous allez avoir une série de timeouts en chaîne. Et si vous architecturez vos microservices comme ça, votre microservice, il n'est pas vraiment microservice. Parce que votre microservice A, il va dépendre de B, de C, etc. Et en fait, vous avez créé un monolithe distribué plutôt que vraiment des microservices. Donc ce qui marche bien dans les systèmes à grande échelle, en matière de résilience aussi, c'est d'être asynchrone. Et un très bon moyen d'être asynchrone pour les applications, c'est de ne pas faire des appels synchrones, merci, mais d'envoyer des messages. Peut-être que vous utilisez des systèmes de queue, c'est pas nouveau, ça existe déjà sur les mainframes avec IBM et MQ Series depuis des années. Mais imaginez que vous ayez un front-end, une API, et puis vous avez un ensemble de nœuds qui doivent faire du travail sur des données. Je sais pas moi, on est sur un exemple ici de traitement d'image ou traitement de vidéo. Vous avez l'API sur lequel on envoie les ordres, et puis vous avez des nœuds qui font de l'encodage vidéo. Plutôt que faire ça de façon synchrone, on pourrait très bien imaginer que l'API pose un message dans une queue, que les worker nodes ils prennent les messages de la queue, ils font leur travail de façon asynchrone, ils ont une référence, un job ID, ils savent qui il faut prévenir quand c'est fini. Et puis il y a 2 techniques, soit vous faites du poll, le client va voir, est-ce que tu as fini? Non. Est-ce que tu as fini? Non. Ça consomme un peu de ressources, mais c'est simple à implémenter. Le mieux, c'est du push, c'est le worker node qui push vers le client pour dire, voilà, j'ai fini, tu peux venir chercher le travail. Alors il y a plein de moyens de faire du push. Sur des applications mobiles, ça peut être des notifications que l'utilisateur ne voit pas. Ça peut être des callbacks avec des applications web, mais l'idée c'est de prévenir l'utilisateur, ou en tout cas de prévenir son application quand le job est fini, de manière à ce qu'il puisse réinterroger l'API et obtenir le résultat de la tâche. Donc vous découplez le client du serveur. Un des avantages de cette pattern-là, c'est que vous pouvez traiter les demandes en back-end avec différentes priorités. Par exemple, si vous avez des clients gratuits et des clients payants, vous pourriez avoir 2 files d'attente, une file d'attente avec les jobs pour les clients gratuits, une file d'attente avec les jobs pour les clients payants, et le worker peut aller chercher en priorité les jobs pour les clients payants. Attention à la priorité toutefois, parce que si vous dites je vais traiter tous les jobs des clients payants d'abord, il faut quand même aller regarder de temps en temps du côté gratuit s'il n'y a pas quelque chose qui traîne, parce que sinon vous pourriez être occupé uniquement avec les jobs de haute priorité. Donc asynchrone plutôt que synchrone.
Les bases de données, souvent, c'est un challenge également. Comment est-ce qu'on les scale, des bases de données, et puis comment est-ce qu'on réagit quand elles ne sont pas là. Si on pouvait faire des applications sans bases de données, je crois que tout le monde ici serait très content. Scaler des bases de données et les rendre hautement disponibles, c'est pas facile, surtout à grande échelle. Typiquement, ce qu'on voit chez nos clients, c'est l'utilisation de master et de réplica, donc un nœud qui sert aux écritures. On va faire les inserts, les updates, les deletes, et puis différents nœuds qui sont répliqués automatiquement. MySQL fait ça, Postgres fait ça, chez AWS Aurora fait ça, sur des réplicas. Et puis vos drivers bases de données, ils vont aller envoyer les selects sur les réplicas et les write sur le nœud. Si un réplica disparaît, normalement, votre driver doit être suffisamment intelligent pour pouvoir aller chercher les données dans un autre réplica. Donc, si le master disparaît, vous avez encore le read-only. Votre application peut continuer de travailler en mode read-only en continuant d'aller chercher les données dans les réplicas et peut-être mettre en queue, faire quelque chose avec les données write pour pouvoir rattraper plus tard quand la base de données sera là. D'autres techniques, plutôt liées au scaling que là aux disponibilités, la fédération de bases de données, plutôt que mettre tous mes œufs dans le même panier, de nouveau, je ségrègue mes bases de données, je mets une base de données produit, une base de données user, une base de données facture, etc. Ça rend les applications un peu plus compliquées, ça rend l'analytique un peu plus compliqué aussi. Si vous devez faire un rapport global qui joindre des tables sur deux bases de données, c'est pas toujours évident, donc ça implique de l'ETL, ça implique d'autres outils d'analyse. Même chose pour le sharding. L'idée du sharding, c'est si ma base de données est tellement grande qu'elle ne tient plus dans une instance, on pourrait trouver une clé de répartition et dire, si c'est une table de données des utilisateurs par exemple, très mauvaise clé de répartition, ne la prenez pas, mais on pourrait dire tous les utilisateurs dont le nom commence par la lettre A vont dans la première instance, B par la deuxième instance, C la troisième instance, de manière à répartir la charge en fonction d'une clé de répartition, une clé de hachage. Évidemment, la première lettre du nom, c'est une mauvaise clé de hachage parce que la répartition ne sera pas normale, ne sera pas uniforme sur l'ensemble des bases de données. Quelque chose qui, de façon surprenante, tue pas mal d'applications, c'est la gestion des timeouts. Combien d'entre vous ont déjà été proactivement regardés sur vos applications quels sont les timeouts? Timeout client, timeout serveur, timeout 1, 2, 3, non, quand même une dizaine, mais une minorité. Une minorité, et c'est chaque fois comme ça, chaque fois que je donne le talk, souvent on ne pense pas nécessairement au timeout, on se fie aux valeurs par défaut des systèmes qu'on utilise, et vous allez le voir, les valeurs par défaut sont parfois surprenantes. Quel est le problème avec les timeouts? Imaginez que vous ayez une application cliente qui parle à un app serveur, qui a un pool de connexion TCP vers une base de données relationnelle sur la droite là. Évidemment, il y a un timeout sur la base de données, il y a un timeout au niveau de l'application, il y a probablement un timeout dans l'application cliente également, donc sur le serveur et sur le client. Imaginez que suite à une charge, une montée en charge par exemple, on parle de vous dans l'émission Capital ou aux 20h, la base de données commence à ralentir. Que va-t-il se passer? Avez-vous déjà testé ce scénario? Est-ce que vous savez comment votre système va se passer, va se comporter? Typiquement, la manière dont le système va se comporter dépend des timeouts qu'il y a sur l'app serveur et qu'il y a côté client. Première connexion, je parle à la base de données est lente, ça ralentit. Donc, à un moment ou l'autre, le serveur va dire « désolé, ça ne répond pas ». Tout dépend du timeout. Si le timeout du client est plus petit, c'est lui qui va se déclencher d'abord. Ce n'est pas toujours une bonne idée. De façon surprenante, sur certaines bases de données, le timeout par défaut, enfin le timeout des clients, des drivers, JDBC, ODBC ou autre, c'est l'infini, donc il n'y a pas de timeout. Et donc dans ce cas-là, c'est le client qui fait le timeout. Il y a une connexion TCP qui est consommée parce que l'application server reste en attente du résultat, timeout infini, donc il ne va pas arrêter d'attendre. Évidemment, vous avez bien programmé le client, donc le client il va réessayer, c'est normal. Si vous ne l'avez pas programmé, c'est l'utilisateur qui va faire retry, retry, retry. Donc ça va consommer une deuxième connexion vers votre base de données qui ne va pas répondre plus que la première, l'app serveur va toujours attendre, et ainsi de suite. Et puis vous allez faire un retry, et un retry, et un retry. Et donc un seul client, avec ses retries, peut très vite épuiser le pool de connexion TCP vers la base de données, rendant la base de données inaccessible pour tout le monde. Donc gérer les timeouts, allez regarder les timeouts côté serveur, soyez sûr qu'ils ne soient pas à l'infini. Gérez les timeouts de façon à ce que les clients aussi ne noient pas la base de données.
Tous les systèmes ont un timeout, que vous programmiez en Java, en Python, avec MySQL, Postgres ou autre, il y a toujours des timeouts. Attention, timeout infini, c'est à MySQL que j'en ai là, où par défaut, le timeout c'est 0, c'est infini. Il y a moyen de mettre des timeouts dans tous les langages de programmation, parfois super facilement, juste avec une décoration, une annotation sur du code. Donc en fonction de votre langage, il y a moyen de mettre des timeouts. Donc vérifiez vos timeouts, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour éviter ce problème-là? On pourrait d'abord mettre un timeout sur l'app server, évidemment, et puis on pourrait programmer également le client pour qu'il ne réessaye pas immédiatement quand quelque chose tombe. Mettre un peu de temps entre chaque réessai et peut-être espacer les tentatives de reconnexion au fur et à mesure que le temps passe, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle un exponential back-off. Ma première tentative de réessayer sera à 2 secondes ou 2 millisecondes, peu importe, ça dépend de vos applications. La suivante à 4, et puis à 8, et puis à 16, et ainsi de suite, de manière à espacer ça un peu dans le temps, parce que si vous avez des centaines ou des milliers de clients qui en même temps vont réessayer la connexion, vous allez mettre encore plus de stress sur une ressource qui est déjà en difficulté, et donc il y a de bonnes chances que votre mécanisme de retry lui-même va être la cause de la mort définitive de votre app server ou de votre base de données. Donc exponential back-off, attendez un peu plus longtemps. Évidemment, si tous les clients sont programmés pour faire l'exponential back-off en même temps, vous allez continuer de voir des pics de trafic comme vous le voyez là à gauche. Là, on voit du exponential back-off sur un système réel chez nous, c'est en millisecondes. Et on voit que les clients sont bien programmés, ils réessayent immédiatement, et puis après ils mettent un peu plus de temps entre les tentatives d'essai, mais à chaque tentative d'essai, on a cette pique de tous les clients qui réessayent en même temps, ce qui, je l'ai dit, peut poser des problèmes à votre base de données, votre application server, qui est déjà en situation difficile, donc n'allez pas aggraver le cas. Donc un moyen d'éviter ces pics, c'est de mettre un peu de sel, un peu de randomness, un peu d'aléatoire dans vos retries. C'est ce qu'on appelle rajouter du jitter en anglais. Donc ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est juste rajouter un petit nombre aléatoire en plus du temps d'attente. Comme ça, chaque client va réessayer à des moments différents. Et vous voyez sur le graphe de droite, les retries sont beaucoup plus lissés, sont beaucoup plus espacés sur la durée du temps. Alors je dis ça a l'air compliqué comme ça. Si je vous dis vous m'implémentez un exponential back-off avec du jitter, d'abord c'est un peu de franglais, mais puis ça a l'air compliqué alors que c'est qu'une ligne de code. Rajouter quelques millisecondes de temps aléatoire, c'est la ligne en vert ici si vous êtes en Python. 2 exposants n, ça c'est mon exponential back-off, plus un peu d'aléatoire dans mon temps d'attente. Quand on fait ça, on voit des comportements relativement intéressants. Donc la courbe tout au-dessus, c'est quand il n'y a pas de back-off, et la courbe tout en dessous, la bleue claire qui est quasiment alignée avec le jitter, c'est quand il y a un peu d'aléatoire. Et on voit que le nombre de clients qui sont en compétition, qui refont des essais de connexion, que le nombre de calls, en tout cas, diminue fortement par rapport à un système où il n'y a pas de back-off. Évidemment, quand on fait ça, vous allez avoir un autre problème, c'est qu'il faut que vos opérations soient idempotentes. Je ne sais pas s'il y a un mot français pour ça, mais c'est s'assurer que si un client demande 2 fois d'insérer des données dans la base de données, elles ne seront insérées qu'une seule fois. Alors souvent, ça demande un peu d'aide côté client. Un pattern qu'on utilise souvent, ou que je vois souvent chez les clients, c'est d'utiliser un client token, rajouter un numéro de la transaction que le client lui-même gère, de manière à ce que si le client renvoie 2 fois le même client token, le serveur sache que c'est 2 fois la même insertion et puisse prendre sa décision sur base du fait que la première ait fonctionné ou pas. Un pattern qui marche bien également quand les bases de données ne sont plus là, c'est d'utiliser du circuit breaker. Un circuit breaker, c'est un proxy, alors pas nécessairement un proxy en termes d'infrastructure, je parle d'un proxy en termes d'une classe dans votre code ou un morceau de code. Plutôt que faire la connexion directement, le proxy va gérer la connexion et va vous retourner des données raisonnables, peut-être cachées, enfin quelque chose de raisonnable, si jamais le service n'est pas là. Donc il va monitorer le service et soit vous renvoyer des données fraîches qui viennent du service, de la base de données, soit vous renvoyez des données cachées ou des données précalculées, par exemple, si le service n'est pas là. De manière à ce que le client qui appelle la base de données reçoive toujours
une réponse, et sans devoir implémenter la logique de retry, la logique de gestion de connexion, etc. dans le client. Vous avez cette espèce de proxy que vous pouvez mettre entre les deux. Alors le grand-père des circuit breakers, c'est une librairie open source que nos amis de Netflix ont fait, qui est écrite en Java, qui s'appelle Istrix, qui n'est plus maintenue aujourd'hui. Vous allez me dire pourquoi je garde une référence à un truc qui n'est plus maintenu dans mon talk. C'est parce que c'est vraiment le grand-père. C'est vraiment la première librairie qui a été très populaire en matière de circuit breaker. Et toutes les librairies que vous allez trouver aujourd'hui, même dans d'autres langages de programmation, en Python et autres, seront largement inspirées du travail que Netflix avait fait sur Istrix. C'était super facile, c'est super facile à intégrer, juste avec une annotation. Vous donnez le nom de la méthode en cas de fallback. Donc si jamais la ressource n'est pas disponible, c'est la méthode de fallback qui sera appelée. Ici, dans ce cas-ci, c'est reliable. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Je parle beaucoup, j'ai tendance à rentrer dans un tunnel de parole parfois. Health checks. Health check, c'est la possibilité pour un système, typiquement un load balancer, d'aller tester votre application pour dire hey, « est-ce que tu es toujours vivant ?» Et tant que l'application dit « oui, je suis toujours vivant », ben, le load balancer sait qu'il peut continuer d'envoyer des requêtes à votre application. Il y a quelques subtilités sur les health checks auxquelles vous devez faire attention. Qu'est-ce que vous allez tester? Est-ce que vous allez tester simplement que le front-end de votre application fonctionne, répond, ou est-ce que vous allez vérifier que tous les services dont dépendent ce front-end fonctionnent également? Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Ça dépend vraiment des fonctionnalités de votre application. Si vous avez une application qui a du cache, qui a de la base de données, qui dépend d'un serveur de mail ou de SMS pour envoyer des mails, est-ce que vous voulez tester le serveur de SMS? Ça dépend de la criticité du SMS. Peut-être que votre application elle peut très bien vivre pendant quelques heures sans envoyer de SMS. Donc, est-ce que vous faites un health check en surface ou un health check en profondeur où vous allez vraiment aller tester chaque système derrière? Ça dépend des fonctionnalités de votre application. Ça peut être un mix aussi. Je teste certains systèmes, mais pas tous. Pardon. Attention, si vous avez du mal avec vos ressources, si vos ressources sont contraintes par des problèmes de performance, de latence, attention avec les health checks, il faut que les health checks soient quand même prioritisés. Parce que si les health checks eux-mêmes ne peuvent plus passer, ça veut dire que l'application n'est plus disponible et le load balancer, ou en tout cas les systèmes d'autoscaling, vont virer votre application. Attention aussi avec les health checks qui disent oui, tout va bien, alors qu'au fait, ils ont des données en cache de quelque part, alors que les données ne sont pas fraîches aussi. Donc pensez à la gestion des caches. On l'a déjà dit dans la keynote ce matin, la gestion des caches est extrêmement compliquée. Une design pattern qu'on applique chez Amazon, mais que j'ai vu très peu d'autres applications, d'autres sociétés. Et chez mes clients ici en France, je ne connais pas de clients qui appliquent ça. C'est de carrément rejeter du travail. Doctolib en a un peu parlé tout à l'heure avec leur file d'attente implémenté au niveau du CDN avec Cloudflare. C'est un peu la même idée. C'est dire, voilà, avec mon throughput, avec mon nombre de transactions par seconde, la latence sur mon système va augmenter. Donc jusqu'où est-ce que je vais? Est-ce que je vais jusqu'à accepter des temps de latence qui vont dépasser le timeout du client? Et donc, à partir d'un certain niveau, à partir de ce niveau-ci, mes clients ne seront plus capables de se connecter à l'application? Ou est-ce que, connaissant cette limite de mon infrastructure, que je peux gérer X milliers de transactions par seconde, est-ce que je ne prendrais pas une approche plus conservative et dire, si je m'approche de cette limite, je vais jeter des requêtes valides qui viennent de mes clients? Je me connecte sur le site web et un front-end, un proxy, va dire « Ah, désolé, on arrive à la limite » et donc je rejette ces requêtes-là. Alors, c'est vrai que vous allez vous passer d'une partie de vos clients qui ne pourront pas accéder aux fonctionnalités de l'application, mais au moins, l'immense majorité de ceux qui l'utilisent, pour le moment, l'application, ils vont continuer à pouvoir l'appliquer. Donc, du load shredding, c'est rejeter des requêtes valides. Alors, il y a rejeter de façon hard, on renvoie un 500 quelque chose, évidemment, ce n'est pas très orienté client. On peut rejeter avec une jolie file d'attente, comme Doctolib avait fait au mois de juillet et au mois d'août. Si vous appliquez ça, ne soyez pas trop optimiste, parce que si vous êtes trop optimiste, vous allez accepter plus de requêtes que ce que vous êtes capable de traiter, et donc vous allez mettre votre application en difficulté. Donc il vaut mieux être un peu conservateur sur la file d'attente. Choisissez la métrique. Quelle est la métrique qui va décider qu'on arrête de prendre de nouveaux clients?
Ce n'est pas le CPU et les mémoires en général, et ça demande un peu d'expérience pour trouver la bonne métrique et les bons seuils pour décider quand est-ce que vous allez arrêter de prendre des nouveaux clients. Si vous décidez d'arrêter de prendre des nouveaux clients, ne rejetez pas avec un HTTP 500 ou une stack trace Java, s'il vous plaît. Vous pouvez leur fournir du contenu statique. Vous pouvez leur fournir du contenu pré-haché, du contenu read-only. Vous pouvez mettre une jolie file d'attente avec le temps d'attente. Mais donnez une réponse humaine aux clients humains qui se connectent. Et attention aux health checks, parce que si vous virez le trafic des health checks, les load balancers vont penser que l'application est morte, et donc il va commencer à tuer des hosts et les remplacer. Ce n'est pas exactement ce que vous avez besoin à ce moment-là. Donc assurez-vous de prioriser toujours le trafic des health checks. En principe, ce ne sont pas du trafic très lourd qui génère beaucoup de charges sur votre application. Donc vérifiez que ce trafic-là soit bien apporté non plus. Bel exemple de dégradation gentille, Netflix, avec, vous savez, tous ces bandeaux que vous avez sur l'application, avec les recommandations pour vous, ce qui vient de sortir, etc. Ce sont autant de microservices qui sont appelés par le front-end pour composer cette page. Si un microservice ne répond pas, eh bien c'est du contenu statique qui va être donné à la place, ou du contenu pré-mâché. On pourrait imaginer pour les recommandations, par exemple, plutôt que d'avoir des recommandations en temps réel, avoir un algorithme qui génère des recommandations une fois par semaine, et c'est celle-là qu'on va chercher si jamais l'algorithme en temps réel ne fonctionne pas. La page d'Amazon.fr fonctionne comme ça aussi. Il y a plus de 200 microservices qui sont appelés quand vous affichez la page Amazon.fr, et si jamais un microservice ne répond pas, ben vous ne le remarquerez probablement pas. Vous aurez du contenu statique, le même pour tout le monde, qui sera proposé dans ce petit carré de l'interface graphique. Si vous ne le faites pas, vous pouvez tomber sur des choses comme ça. Et je suis certain que ça vous est déjà arrivé. Alors, je ne veux pas critiquer Reddit ici. Évidemment, j'aime beaucoup Reddit et je suis un grand utilisateur de Reddit. Mais voilà, si vous ne proposez pas de contenu à la place, vos utilisateurs peuvent se trouver devant un layout entièrement vide. Encore 2 design patterns. Il me reste un quart d'heure pour en parler. La suivante, c'est le sharding. Donc, l'idée du sharding, c'est de faire des shards, donc de faire des containers, pas des containers au sens Docker, mais de faire des unités d'isolation de faute. Ce n'est pas un concept nouveau, je n'ai jamais construit de bateau, mais vous reconnaissez ce genre de plan. S'il y a une voie d'eau, l'eau reste limitée à un compartiment du bateau. L'idée, c'est de faire la même chose sur votre flotte de machines. Imaginez que vous ayez une flotte de machines, disons 100 application servers, et vous le coupez en, j'aurais dû dire 120, et vous le coupez en 6 cellules avec 20 application servers dans chaque cellule. Et puis au-dessus, vous avez vos clients. Et vos clients, ils sont load balancés sur les compartiments. Et donc chaque client a ses requêtes qui est servie par 2 cellules. Pourquoi 2 ? Parce que si une tombe, j'en ai toujours la deuxième. Et regardez comment ça marche. J'ai mon client, le fou du roi, là, qui fait une requête qui est servie par le serveur en cellule 1 des serveurs en cellule 1. Imaginez que ce client-là fasse un truc bizarre, où il a une requête mal formée, un truc qui cause un bug dans votre application, qui tue l'application server. Ça arrive. Le client va réessayer, il va tuer le deuxième, le troisième, etc. Il va tuer tous les application servers qui sont dans la cellule 1. La cellule 1 est morte à ce moment-là. Donc tous les clients qui sont servis par des serveurs dans la cellule 1 vont être impactés par cette panne-là. Mais non, parce que vous avez été intelligent et vous servez les clients avec 2 cellules, donc les clients vont pouvoir continuer à avoir du trafic qui vient des serveurs en cellule 2. Malheureusement, l'application cliente qui envoie le poison pill, la requête empoisonnée, va aussi continuer de fonctionner, et donc elle va progressivement tuer tous les services de la cellule 2. À la fin de l'opération, tous les clients qui partagent la cellule 1 et la cellule 2 seront impactés par une panne, mais regardez, les 4 autres cellules sont toujours là, tous les autres clients fonctionneront toujours. Vous n'aurez que 3 clients dans cet exemple-ci impactés par cette panne plutôt que la totalité de vos clients, parce que vous avez compartimenté vos application servers de manière à ce que si un groupe d'application servers tombe, l'autre groupe ne soit pas impacté de la même façon. C'est pour ça que vous voyez souvent sur les réseaux sociaux, tiens, Twitter est down pour moi, ou tiens, j'ai un problème avec la console AWS, et puis quelqu'un d'autre dit non, moi ça marcherait bien. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas servi par les mêmes compartiments. Alors il y a quand même un problème dans ce design pattern-là, c'est que ce sont les 3 mêmes clients qui partagent la cellule 1 et la cellule 2. Donc j'ai
si moi, client petit poussin ou client trèfle, je suis avec le bad guy, hein, ou la pauvre personne qui cause la panne sur mon problème, ben, je vais être impacté. Donc un moyen d'augmenter encore la disponibilité du système pour l'ensemble de vos clients, c'est de faire du shuffle sharding, c'est-à-dire de mettre encore un peu d'aléatoire, c'est-à-dire d'assigner les clients de façon aléatoire à vos cellules. Ici, les clients ne partagent pas les mêmes cellules. Et donc si j'ai toujours mon client qui m'envoie ma requête empoisonnée et qui tue tous les serveurs sur ma cellule 1, ça va impacter le client lapin et le client maïs qui partagent la cellule 1 avec moi, mais remarquez que les clients sont distribués de façon différente. Donc le petit client lapin, il est, je ne sais pas où il est, mais il est pop sur la cellule 4, et la cellule 4, il ne la partage pas avec celui qui envoie la requête empoisonnée. Et donc même si la cellule 1 meurt, c'est vrai que les trafics du client qui envoie la requête empoisonnée va tuer une autre cellule exactement comme tout à l'heure, sauf que ses voisins de cellules, pour prendre un terme carcéral, ses voisins de cellules ne sont pas les mêmes et ne sont pas impactés de la même façon. Ces deux-là, ils ont toujours encore au moins une cellule qui peut servir leur requête. Alors ils verront peut-être des dégradations de performance parce qu'il y a moins de serveurs, donc c'est peut-être un peu plus lent, etc. Mais au moins le service continue de fonctionner pour eux. Donc pensez à la combinatoire, si vous avez fait un peu de stats ou de la combinatoire à l'école, pour moi c'était il y a très longtemps malheureusement, mais au plus vous augmentez le nombre de serveurs et le nombre de cellules dans votre système, au plus il y a des combinaisons possibles, si vous faites une factorielle, donc la probabilité d'avoir deux clients qui partagent la même cellule, les deux mêmes cellules, est quasiment nulle sur un exemple de compartiments de 5 serveurs avec 100 serveurs en tout, donc 20 compartiments. Il y a plus de 75 millions de combinaisons différentes pour assigner des clients ensemble. Et la probabilité d'avoir deux serveurs qui partagent la même cellule est en dessous de 2%. Donc vous réduisez quand même extrêmement les risques d'avoir un grand groupe de clients impactés. Alors pour mettre ça en place, il faut un client qui soit fault tolerant, qui fasse le retry, comme j'ai expliqué avant, et il faut aussi un mécanisme de routing. Ne cherchez pas dans la console AWS, il n'y a pas de service qui permet de faire ça, vous allez devoir construire, développer quelque chose. Typiquement, c'est une flotte de proxy HTTP qui va devoir prendre une décision de comment assigner un client à une cellule spécifique. Ça peut être de nouveau un hash sur le numéro de session, sur l'identifiant du client, vous allez le chercher dans le query string, dans les headers HTTP. C'est votre implémentation. Il n'y a pas de magie ici, il n'y a pas un service où vous pouvez dire OK, je déploie mes serveurs en mode compartiment, ça sera à vous de le faire. Ce qu'on observe souvent, c'est des proxys HTTP qui font ça, un Nginx ou un HAProxy spécialement configuré pour cela. Dernière chose, c'est l'introduction d'un tout petit peu de chaos ou l'introduction de pannes dans le système pour tester vos pannes. Chaos Engineering, chez Amazon, on appelle ça des Game Day. L'idée, c'est de tester nos systèmes en introduisant des erreurs dans le système. Qu'est-ce qui se passe si? Donc l'idée du Chaos Engineering, c'est toujours tester un scénario. Vous partez d'une situation nominale connue, le système est vert, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe si? Alors il y a des si qui sont des toutes petites choses. Qu'est-ce qui se passe si la latence de ma base de données augmente de 10%? Ou qu'est-ce qui se passe si je perds 2 serveurs de ma flotte de serveurs? Qu'est-ce qui se passe si un serveur a 100% de CPU? 2 serveurs ont 100% de CPU, 3 serveurs, et ainsi de suite. Et puis, une fois qu'on gagne en confiance dans le système, on peut faire des si qui ont beaucoup plus d'impact. Qu'est-ce qui se passe si une zone de disponibilité disparaît? Qu'est-ce qui se passe si une région AWS disparaît? Est-ce qu'on est capable de simuler ça? Donc ça, c'est l'idée des Game Day. L'idée de Game Day, c'est de tester votre application, mais aussi de tester les gens, tester dans le sens bon terme de tester, c'est-à-dire est-ce qu'on a les bonnes alarmes? Est-ce qu'on est en train de regarder les bonnes métriques? Est-ce qu'on va être prévenu à temps? Comment les gens vont réagir? Est-ce qu'ils savent où sont les playbooks? Si la personne n'est pas là et au restaurant, par exemple, est-ce qu'il y a un chemin d'escalation? Si une personne ne répond pas, qu'on ne peut pas joindre une personne, quelle est la personne suivante à joindre? Donc l'idée du Chaos Engineering et des Game Day, c'est justement pouvoir tester tout ça. Les champions, c'est Netflix, qui ont développé énormément de scripts et d'outils. Ce sont des monkeys. Et alors il y a le monkey qui teste aussi, il y a le monkey qui simule cela, etc. Et puis
tous les singes ensemble, ils appellent ça le Simian Army. Ils ont développé des outils assez puissants qui arrivent à simuler une panne de zone de disponibilité AWS. Nous, on n'arrive pas à le faire, simuler une panne. Donc, ils arrivent à tester ça. Alors évidemment, il y a toujours la question, est-ce que je fais mes tests de résilience, le chaos engineering, sur un environnement de dev, de test ou de prod? Et la réponse est toujours la même, c'est à terme, une fois que votre organisation, que vos systèmes sont suffisamment mûrs, que vous avez suffisamment confiance dans vos gens, dans votre système, faites-le en prod. Amazon, Netflix, on teste régulièrement en prod. On injecte des pannes en prod pour vérifier que les applications continuent de fonctionner, que le service au client continue de fonctionner sans dégradation majeure. S'il y a dégradation, il est toujours très important dans ces tests-là de pouvoir revenir en arrière, de pouvoir arrêter l'expérience pour rétablir le service si jamais quelque chose se passe mal. Et puis après, il y a toute la phase d'analyse, pourquoi ça s'est mal passé, trouver les root causes, fixer et retester. C'est ce qu'on appelle du test green to green. On part d'un état vert, on introduit une panne, on vérifie que les procédures sont respectées et normalement, à la fin du test, on doit revenir en état vert. Donc c'est du test vert à vert. Donc Chaos Engineering, c'est quasiment un champ de compétences en informatique différents et nouveaux, mais différents également, qui consiste à faire des expériences sur vos systèmes distribués pour voir comment ils se comportent et voir s'ils sont capables de résister à certaines pannes. Alors comme je l'ai dit, il y a différents niveaux. Une panne, ça peut être très simple. Vous pouvez vous connecter en SSH sur une machine et simuler un CPU qui travaille à 100%. Il y a des tas d'utilitaires Linux qui permettent de faire ça très rapidement. Simuler la mémoire qui est à 100%. On peut éteindre une machine et voir ce qui se passe. Est-ce que votre autoscaling va remplacer? Est-ce que l'application va redémarrer? On peut fermer des ports dans les firewalls, ce qu'on appelle des security groups chez AWS. Qu'est-ce qui se passe si des machines n'arrivent plus à communiquer ensemble? Et tout ça, ça se programme, puisqu'il y a une API dans le cloud. Vous pouvez programmer ces expériences, vous pouvez les exécuter de façon programmatique, et surtout revenir en arrière de façon programmatique aussi, voire même de façon automatique. S'il y a des alarmes qui se déclenchent, etc., on pourrait imaginer de revenir en arrière. Et justement, pour faire ça, il y a un service qu'on a introduit il y a une semaine ou un mois ou deux maintenant, je vais dire. Il a été annoncé à reInvent, la conférence AWS à Las Vegas en novembre l'année passée. Et là, c'est spécifique à AWS. C'est un service qui s'appelle Fault Injection Simulator. Donc après des années où AWS essaye de faire des services pour garantir la disponibilité de vos applications, là, au contraire, on fait un service qui injecte des pannes dans vos applications. Donc vous définissez un script, il va exécuter ce script, il va être en lien avec des alarmes. Si les alarmes se déclenchent, il arrête l'expérience, il revient à l'état nominal automatiquement. Donc pour pouvoir expérimenter en toute confiance, d'abord sur vos systèmes de test, évidemment, mais pourquoi pas en production, expérimenter toute une série de pannes. Si vous êtes intéressé par le chaos engineering et si vous déployez sur AWS, allez jeter un coup d'œil à Fault Injection Simulator. Voilà, c'était un long catalogue de patterns. J'espère que vous en avez pris 2, 3, ou même une si vous ressortez de cette salle avec une pattern en disant je vais vérifier ça dans mon système, peut-être pas ce soir parce qu'on est vendredi soir, mais demain matin. Pourquoi pas? Voilà, j'aurais pas perdu mon temps avec vous aujourd'hui. Si vous voulez en apprendre plus, ce talk a été préparé par un de mes collègues qui s'appelle Adrien Hornsby, et qui est français comme son nom ne l'indique pas, et qui a toute une série de blogs. C'était le slide suivant. Donc sur medium.com/ad, comme Adrien Horns, H-O-R-N, vous allez retrouver des tas de blogs sur l'excellence opérationnelle, sur la résilience, tout ce qu'il y a dans ce talk a été inspiré par les blogs qu'Adrien a écrits. Merci. Si vous êtes client AWS, il y a un service qui s'appelle Well Architect Tool qui va analyser vos applications, comment vous les déployez, vous posez des tas de questions, pilier par pilier. Il y a un pilier sur l'excellence opérationnelle, un pilier sur la sécurité, l'efficacité, l'optimisation des coûts, etc. Et il va vous poser toute une série de questions. C'est une espèce d'auditeur à ce service. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait ça? Et en fonction de vos réponses, il va vous donner un score de Well Architect. Est-ce que votre application est bien architecturée? Vous pouvez passer cet audit à plusieurs moments et voir l'évolution de ce score dans le temps. C'est un service qui peut vous aider également. Enfin, la dernière ressource, c'est une collection de white papers et de blogs faits par des senior principal developers chez nous. Donc ce sont des dieux dans l'organisation en termes techniques. Ce sont des gens qui ont
plusieurs dizaines d'années d'expérience, ou en 15-20 ans d'expérience, qui ont travaillé sur des gros systèmes, pensez Netflix, pensez Amazon Retail, et qui partagent leur expérience en matière de conception de systèmes et de résistance aux pannes. Ce sont des articles qui sont passionnants à lire, des articles techniques passionnants à lire, qui sont sur Amazon Builder Library. Donc préparez-vous pour le pire, parce que ce n'est pas tellement savoir si le pire arrivera, il va arriver. Donc, comment votre système va réagir au moment du pire. Préparez-vous pour l'inattendu aussi. La panne ne va pas venir de là où vous le pensiez, ou ce ne sera pas la panne auquel vous pensiez, mais quelque chose d'autre. Et il vaut mieux être prévenu, il vaut mieux avoir testé avant, il vaut mieux avoir simulé ces systèmes et ces procédures avant. Merci de m'avoir écouté. Vous me retrouvez sur les principaux réseaux sociaux. Je suis aussi l'auteur du podcast AWS en français. Donc, si vous aimez les podcasts et si vous êtes client AWS, allez chercher dans votre application favorite de podcast le podcast AWS en français. Il y a un épisode toutes les semaines. Dernière chose, laissez-moi un feedback. C'est important de connaître les feedbacks. Comment est-ce qu'on peut améliorer ce talk? Vous scannez le QR code là. Ou si vous ne me faites pas confiance pour le QR code, vous tapez vous-même eventbox.dev/survey et puis le code là. Il y a 3 questions, c'est tout à fait anonyme. Vous répondez à ces questions-là et dans la demi-heure qui suit, si vous le faites, vous pouvez recevoir un code de crédit de $25 à faire valoir sur votre compte AWS. Comme ça, vous pouvez essayer ces différentes technologies, ces différentes design patterns sans avoir à payer quoi que ce soit. Merci et bonne fin de conférence. Et on a encore quelques secondes pour des questions. Si vous avez des questions, je reste ici, on peut les prendre ensemble. Pas de questions, c'est que j'ai été soit très ennuyeux, soit extrêmement clair. J'espère que c'est le deuxième. Ok, si vous voulez poser vos questions en one-to-one. Une question? Oui. Donc je répète la question, comment est-ce qu'on peut faire pour simuler de la latence sur la base de données, souvent en passant par des proxys, qui eux vont retarder la réponse. Je ne pense pas que ce soit une fonction disponible dans les bases de données elles-mêmes. Je n'ai pas vu dans MySQL ou dans Postgres une possibilité de dire tu retardes. Donc nous on passe par des proxys. Ça peut être le circuit breaker par exemple qui fait ça, qui rajoute de la latence entre la question et la réponse. Oui. Parlez fort. Vous parlez de prioriser les health checks qui continuent à passer, mais ce n'est pas justement l'intérêt s'il y a un nœud ou un serveur est surchargé. Donc la question c'est sur les health checks, j'avais dit qu'il faut prioriser les health checks. J'ai dit que ça quand on faisait du load shedding, donc on jette volontairement, on ne répond pas à certaines réponses, à certaines requêtes, pardon, de manière à ce que celles qui soient servies dans de bonnes conditions. Une des requêtes qu'il ne faut pas jeter trop tôt, c'est le health checks. Parce que sinon, on va considérer que même... ce que je veux dire, c'est s'il y a quelque chose devant l'instance qui rejette la connexion, qui rejette le health checks, même si l'instance fonctionne, le load balancer va considérer à un moment donné que l'instance ne fonctionne plus, et donc va la remplacer alors qu'elle fonctionne. Donc il ne faut pas jeter proactivement, quand on fait du load shredding, les requêtes de health check. Maintenant, prioriser côté application server, là il y a une balance à trouver évidemment pour ne pas répondre trop rapidement à des health checks en disant tout va bien alors qu'en fait tout va pas bien. Et effectivement, là je vous rejoins, si on n'a pas jeté upfront le health check, s'il arrive vraiment sur la machine, il faut lui donner le bon niveau de priorité pour que ça soit similaire à une requête semblable qui vient d'un client. On est d'accord. J'ai été peut-être un peu rapide sur cette partie-là. Je prends les autres questions one-to-one. N'hésitez pas à venir ici. Bon appétit.